Aujourd'hui, 11e épisode, ça fait un an qu'on a commencé. Toujours avec le studio Déclic, comme l'indique ce magnifique présentation et comme l'indiquent les objets qui sont derrière moi, qu'on peut voir en encore plus grand, puisqu'il y a en ce moment même au studio Déclic où je me trouve une expo sur Camille Desgardins qui fait tout ceci des planches d'animaux, de fleurs, avec une table numérique, avec un pinceau numérique et des qualités de travail remarquables. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'était un passage qui est à la fois très simple, très peu regardé dans les histoires de l'art et dans les histoires de la photo en particulier, qu'à la fois ce sera très simple à comprendre, mais en fait ça se joue sur presque rien, puisqu'il y a un grand monde et des petits objets. C'est le travail des Gardins qui m'a donné cette idée-là. Ça va finir notre histoire du 19e siècle en photo. C'est-à-dire que on va voir 5 photographes qui prennent en photo des objets, comme on le voit ici avec Charles Aubry, qui compose, alors ce qu'on pourrait appeler des natures mortes, mais justement le passage qui nous intéresse, mis à part découvrir, alors je vais l'écorcher, ça va être redoutable, Albert Rengen, je vais le dire en la française, c'est plus sûr, Rengerspacht, sinon il n'y a aucune chance que mon accent allemand colle. On va voir le travail de Stieglitz qui prend en photo des nuages, mais surtout de l'herbe. Et puis on va voir ici résumé comment, dès le début de l'histoire de la photographie, avec Fox Talbot qui est en concurrence avec Niepce Daguerre pour être un des inventeurs de la photographie, comment Anna Atkins, qui est la première femme photographe qui fait des choses merveilleuses, extraordinaires, voilà comment cette recherche autour de l'objet, elle commence par quelque chose de tout simple en fait. Fox Talbot est de ceux qui sont reconnus en anglais comme ayant ici fait la première image, la fenêtre de sa bibliothèque de maison de Lacock Abbey, le plus vieux négatif connu à ce jour. On est en 1835, alors que la première photographie vue de sa fenêtre de Saint-Loup-à-Varennes de Niepce date de 26. L'annonce de la trouvaille de la photographie en 39 va pousser Talbot à révéler que lui aussi travaillait sur ça. Mais je voudrais partir d'un élément comme celui-ci, c'est-à-dire prendre en photo des tout petits objets, c'est pouvoir, sur un temps de pause très long, travailler. Mais c'est aussi travailler avec des objets qui sont contrôlables. Le paysage, pas très contrôlable, le portrait un petit peu, mais quand même. La nature morte, l'objet, ce qui n'est pas la même chose justement, ce qu'il va falloir distinguer, permettent aux photographes d'aller assez loin dans la recherche plastique, dans la recherche des moyens de la photographie. Et si je dois résumer ce que l'on va se dire aujourd'hui, c'est qu'on va passer en 3 étapes d'une recherche technique sur une mise au point, une composition, une façon de capter le monde, avec notamment des photographies sans appareil photo en posant directement l'objet sur la matière sensible. Et puis petit à petit, ce travail de recherche chez Atkins et chez Talbot va nous amener sur un tout autre sujet en théorie, c'est-à-dire, parce qu'il est déjà contenu chez Atkins, cette idée de pouvoir diffuser des recherches scientifiques. Ce que l'on voit ici, les micro-photographies d'ailes de phalène, qui datent de 38, sont un moyen pour des scientifiques d'utiliser la photographie pour diffuser le savoir ou pour permettre à d'autres d'étudier ce savoir. Ce qui fait que j'ai prononcé 2 noms qui vont nous servir d'axe, c'est-à-dire en partant de la nature morte, une histoire de l'art qui l'a précédée, ou en s'intéressant au domaine de la science et de la microphotographie. La photographie va chercher et inventer, sans le savoir, entre guillemets, des outils qui sont propres au langage photographique, qui nous amèneront tout à la fin à Man Ray et à des natures mortes qui ne sont plus des natures mortes, qui sont propres à la photographie vraiment. C'est-à-dire un passage d'une recherche technique précise, contrôlée, et dans les années 1839, 40, 50, à une deuxième étape qui est une recherche
de diffusion de ce savoir et de ce savoir-faire, notamment avec Braun et avec Aubry, des photographes qui vont prendre en photo des fleurs et qui vont s'en servir comme motif décoratif. Voilà, d'un seul coup, la recherche va devenir un prétexte à donner des éléments visuels à d'autres personnes. Et de cela naîtra une espèce de vocabulaire du tout petit, du monde contenu dans le petit, de forme pure, qui va intéresser l'école de la nouvelle objectivité, qui va donner naissance à une photographie qu'on pourrait appeler abstraite. Je m'appuie encore une fois, un petit capture d'écran évidemment pour la bibliographie. Euh, je m'appuie sur ces toujours merveilleux livres Tout sur la photo de Flammarion, le Denis Roche, tiens, je suis 3 fois, le boîtier de mélancolie qui est vraiment un chef-d'œuvre que je vais vous lire tout de suite. Nous allons voir dans cette question de la photographie objective un dossier qui vient de la BNF et un livre par ce Ranger Patch. Un petit passage du livre de Denis Roche. Vous vous rappelez que juste avant, Fox Talbot, lui aussi, à sa fenêtre, mais photographié de l'intérieur, dit Denis Roche, je lis le texte, qui est une petite merveille, qui est bref. Une fenêtre qui ne devait pas s'ouvrir, un ensemble de carreaux en hauteur et treillissés. Sur ce qui constitue le plus ancien négatif connu, Fox Talbot a écrit qu'avec l'aide d'une loupe, on pouvait compter le nombre exact de carreaux. C'était à Lacock Abbey, bien sûr, et en 1835. Le présent livre, dit Denis Roche, ne se veut pas un historique, ni esthétique, ni technique de la photographie. Cette photo d'elle, si rare et étonnante soit-elle, ne témoigne que du degré extraordinaire de maîtrise auquel les photographes ont accédé en si peu de temps. L'objet va être le prétexte à maîtriser l'outil de la lumière, l'outil du point et l'outil de l'image fabriquée. Mais c'est la bascule intellectuelle, parce que Denis Roche est un vrai penseur, en plus d'être un auteur d'une langue merveilleuse. C'est ce décalage qu'il est en train de pointer du doigt. Ne témoigne que du degré extraordinaire de maîtrise auquel les photographes ont accédé en si peu de temps. Ils ne regardent pas seulement tout, ils peuvent tout se permettre. Les images qui déferlent ces années-là, dans leur multitude et leur précipitation, ne font qu'illustrer la ruée constante du monde visible vers ceux qui ne se contentent plus de l'observer, de méditer, de philosopher, d'écrire ou de peindre devant les paysages et les gens qui s'y meuvent. Là, l'idée arrive. Le flux s'est inversé. Le temps des hommes n'est rien comparé à celui qui, avec tant de décision et sans sagesse, a décidé de venir les voir à son tour. C'est-à-dire qu'en fait, Denis Roche dit, on pourrait prendre cette image qu'on a sous les yeux pour un des sommets dès 1838. L'invention de la photo va être déposée en 1939, diffusée en tout cas, par un savoir-faire technique. Et on pourrait aussi, ça sera la première remarque qui nous viendrait, y voir une espèce de recherche formelle merveilleuse. Et aller vite en disant que il y a déjà de l'abstraction ici, en fait. Dès qu'on isole un morceau, dès qu'on prend un tout petit objet, dès qu'on est dans l'intérieur de cet objet, dès que les choses, comme sur mon cadre ici, sortent du cadre, on est évidemment dans une recherche formelle. Premièrement, l'abstraction n'a pas été reconnue ou inventée, si on peut le dire de cette façon-là, par Kandinsky, Kupka, etc., dans les années 1915-20. On est un siècle avant presque. Cette capacité d'isoler, elle vient d'un intérêt pour le détail, pour les toutes petites choses, pour cette capacité de faire le point, mais elle va, et c'est ça que j'essaye de tirer aujourd'hui comme fil, elle va venir d'un intérêt pour la précision, mais aussi d'une capacité à prendre de la distance avec les choses, à ne plus voir les choses pour elles-mêmes, on va le voir dans l'évolution des natures mortes, mais à ne plus prendre les choses pour ce qu'elles représentent ou pour le lien à l'histoire de l'art qu'elles peuvent avoir, mais plutôt pour ce qu'elles sont par elles-mêmes. Vous vous souvenez sans doute que Talbot va imprimer, diffuser, 1844, avec un sujet qui l'intéresse beaucoup et qui va faire le lien avec Atkins tout de suite,
un livre. On n'arrive pas à imprimer les photos, donc on va faire des tirages et on va à l'intérieur de ce livre mettre des images, quelques, qui montrent le monde, en fait, le monde fixe pour le moment, puisqu'on n'a pas un temps de pause qui permet d'attraper autre chose que les rues, les objets manufacturés, et de penser la photographie à ses débuts comme un outil pédagogique, un outil de diffusion. C'est bien ça qui va se jouer dans cette histoire de fleurs et de formes, si je peux jouer avec la sonorité du mot. C'est-à-dire que ce que Fox Talbot découvre quelques mois après la mort de Niepce, et sans rien connaître de ce travail, il commence ses recherches photographiques. Il est au début, lui aussi, euh, scientifique. C'est-à-dire, il est très mauvais dessinateur et il cherche un outil qui pourrait l'aider à attraper la réalité d'une façon plus précise. Alors, il a l'idée d'utiliser ce qui s'appelle une caméra lucida. C'est un prisme qui est sur un pied qui permet de superposer son dessin avec ce qu'on voit, mais ce n'est pas assez précis. Et donc, il va se rappeler de cette question de la caméra obscure et, qu'il avait, qu'il ne connaissait pas, géré par un troisième anglais qui s'appelle Thomas Wedgwood, qui utilisait, lui, des sels d'argent sensibles sur des papiers et du cuir. C'est-à-dire, on est avec des gens qui sont en train de tâtonner chimiquement, physiquement, pour arriver à attraper la lumière, la fixer et la faire rester sur un support. Puisque le défaut du Pencil of Nature de 44, c'est que les images imprimées, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elles ne passent pas par une impression, elles sont révélées sur papier photographique et dans un livre. Mais avec le temps, elles bougent. La question qui se pose à ces scientifiques, c'est de se trouver un outil qui leur permette de dessiner plus facilement cette nature qui est autour d'eux, mais en plus un outil qui permette de diffuser ces recherches. Le fait de travailler directement, il trouve un fixateur, Talbot, c'est-à-dire un moyen de stabiliser l'image, et on parle de dessin photogénique. Et ensuite, il se consacre à des recherches scientifiques politiques, ce qui fait qu'il n'utilise pas, il ne diffuse pas du tout son invention. On n'a pas d'appareil photo où on pose directement la forme la mieux découpée possible, la mieux distinguée possible sur la surface photosensible. Une photographie sans appareil photo, déjà surprenant, mais c'est déjà très intéressant. Et une façon, quelquefois par le fond foncé sur clair, quelquefois par fond clair sur objet foncé, de regarder autrement les détails qu'il va falloir étudier scientifiquement. De regarder autrement pour nous, ça c'est une projection de notre regard contemporain, un rapport du fond et de la forme de l'objet et de son décor, entre guillemets, puisque de décor, il n'y en a qu'un, pas de nuance à l'intérieur, inversion complète, de regarder les vides, en fait. Et en regardant les vides, déjà d'entrer dans une forme d'abstraction. Le daguerréotype avait une vertu, c'est que sa plaque lisse permettait d'avoir des détails. Le calotype aura comme défaut de matière papier de pouvoir être plus facilement utilisé, reproduit, mais aussi d'avoir une fibre qui l'empêche d'avoir des nettetés. Ce qui se joue ici, qui va devenir très intéressant, c'est que assez tôt, les recherches sur les végétaux vont servir de modèle pour l'industrie textile, comme on le devine avec cette image de Talbot, ici des arbres, mais je trouvais que le parallèle entre une feuille et un arbre était tellement merveilleux qu'on ne pouvait pas se louper de faire la comparaison entre ça et ça, entre le grand et le petit. Le système de reproduction pour l'industrie textile, on y viendra juste après. Il nous faut, entre-temps, découvrir le travail extraordinaire de cette femme, Anna Atkins, dont le père, qui était un scientifique et naturaliste anglais très connu, elle perd sa mère très tôt, et donc c'est son père qui va l'élever, et puis son père va surtout lui donner accès à des compétences scientifiques qui sont très rares pour une femme dans ces années 1830-40, puisqu'elle est une des premières femmes membres
Botanical Society of London. C'est-à-dire, elle va faire des herbiers, collecter des informations, et elle va surtout avoir une idée qu'elle a empruntée à son ami Sir John Herschel, qui invente ce qu'on appelle le cyanotype. Elle a illustré pour le livre de Lamarck sur l'évolution des espèces, le dessin plus gravure plus aquarelle. Donc, c'est déjà une remarquable Atkins dessinatrice. Ça, c'est pas d'elle, mais je trouvais ça tout aussi beau, puisqu'on n'est pas encore en couleur. Les planches sont là pour illustrer une recherche scientifique, mais une recherche scientifique qui va de morceau en morceau, puisqu'il s'agit de montrer les points communs formels et de montrer dans ces points communs formels les familles qui peuvent se dessiner. Qu'est-ce que Atkins va avoir comme idée qu'elle emprunte à Herschel? Ce cyanotype, et qu'elle va éditer en 1849, un fond bleu, un négatif photographique sur papier à base de sel de fer au lieu d'argent. Peu adapté à l'exposition chambre noire, je lis le Flammarion, il produisait des photogrammes détaillés et stables malgré leur dominante bleue. Ces dominantes vont être pour nous une merveille de beauté. Alors, projetons-nous dans un système qui, et c'est la vertu du sujet du jour, les petits objets sont une façon tout à fait différente de voir l'évolution de la photographie. On va le voir pour une raison simple, c'est j'ai abordé recherche sur le tout petit, recherche sur la forme pure, contrôle de la composition et de l'assemblage des objets. Si on trouvait un équivalent, c'est comme si on posait des objets sur une photocopieuse, en fait. Et donc, possibilité pour les historiens des images que nous sommes de regarder comment petit à petit les formes se stabilisent. C'est-à-dire comment un peu débarrassé de l'héritage de la nature morte, on va le voir, un peu orienté par la recherche d'outils pour les peintres ou pour les arts décoratifs, pressé de fabriquer des catalogues ou des repères pour scientifiques. Voilà, on va dire ça autrement. On n'est pas obsédé par l'idée d'art. On n'est pas obsédé par l'idée que ces choses sont de l'art et à destination de... Pas obsédé par l'idée de prouver que la photographie est un art. Et sans doute, par cette distance à la demande, pas de grand artiste de la nature morte avant les années 1920. C'est pour ça que cette recherche du jour, elle est inattendue et que on voit Atkins comme une merveilleuse photographe sans appareil photo. Elle se sert d'algues, parce que c'est un de ses sujets de recherche avec les fougères, et en posant directement les algues les unes sur les autres, on a cet effet de transparence qui est merveilleux, dont on pourrait faire un sujet de peinture en soi. Voilà, British Algae sur cyanotype. À partir de 1843 et durant la décennie suivante, Atkins utilise comme négatif des algues séchées qu'elle posait sur des feuilles de papier sensibles et exposées au soleil. Elle produit de cette manière des milliers de tirages destinés aux éditions de son British Algae. Des milliers. C'est-à-dire, elle a trouvé un système qui va lui permettre de multiplier le tirage sans passer par l'impression. Elle va le relier en fascicule, puis en volume, et qu'elle va diffuser entre 1843 et 1853. On pourrait s'en régaler, hein, puisqu'il y a la suite, mais avec le livre sur les fougères. Le parallèle avec Talbot, c'est cette idée, comme dans Pencil of Nature, de ne pas seulement être celui qui capture le monde, mais celui qui va le diffuser. Et c'est, il me semble, la tension du passage de l'un à l'autre, puisqu'on est dans un système de diffusion, mais manuel. Pas si automatique que ça et pas si habituel dans l'idée que l'on a de la photographie. Une photographie dans son premier artisanat, pourrait-on dire. Un fond uni qui permet une grande lisibilité,
un choix de couleur dicté par la technique, une étiquette qui permet de repérer qu'est-ce qu'on voit. C'est-à-dire, en état d'esprit derrière, toujours chez Atkins, l'utilisation technique. On est sur des choses 44 sur 33 cm, c'est quand même assez grand. Hein. Voilà, presque un A3, avec une capacité de composer l'image pour sa lisibilité qui va devenir très intéressante pour nous dans notre, enfin qu'il faudra garder en tête quand on verra Man Ray tout à la fin dans cet art de jouer le lisible avec la facilité de prise de vue a une contrepartie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre beaucoup de choses les unes sur les autres. En fait, on est obligé d'avoir un objet très lisible facilement. Et si je fais des hypothèses farfelues, entre une pomme, un coin, on n'aurait pas grand-chose comme variation facile. Il faut donc qu'un objet soit manipulable, maniable. Et en même temps, il ne peut pas avoir de nuances de forme. Une cerise serait nécessairement aplatie, mais aplatie d'une façon qui n'est pas contrôlable. Les cyanotypes sur fond bleu qu'utilise Atkins, qui ont fait la première femme photographe de l'histoire de la photographie. On a un petit doute avec la femme de Henry Fox Talbot qui aurait fait elle aussi quelques prises de vue. Je veux bien attribuer ce mérite à Atkins parce que dans cette série systématique, orchestrée par son goût pour la botanique et son envie de diffuser le savoir, il y a une recherche ambitieuse qui va donner. Alors, est-ce que c'est une nature morte? Non, le mot ne convient pas. On va voir que l'idée de photographe de choses peut être peut-être une piste qui serait passionnante. Chose, c'est pas grand-chose, mais c'est une façon de mettre dans une famille quelque chose qui ne l'est pas forcément. Et on conviendra, si vous voulez bien, que finalement, l'abstraction qui est ici n'est pas voulue, n'est pas choisie, qu'elle est la transposition de notre regard dessus. Ma dernière image permet de voir à quel point ces recherches sur les objets, sur la nature, sur objets pour être un bon exemple aussi, puisque vous voyez, dès qu'on se sert d'algues, on a des effets de superposition qui donnent quelque chose de graphique, de pictural merveilleux. Alors que quand on a quelque chose qui se découpe vraiment sur un fond uni, on a un objet tel que. C'est pour ça que l'idée de chose va bien avec ça. On est dans le général sans entrer trop dans le détail. On voit que cette utilisation de cette façon d'attraper le monde réel, qui est une réflexion scientifique en fait, et elle est à destination de collègues, à destination de gens qui vont peut-être l'utiliser, le diffuser pour apprendre ou pour copier. Le deuxième intention qui va se réunir à la fin, c'est le travail de Adolf Braun. Adolf Braun a un parcours très passionnant qui s'est découvert il y a peu de temps, puisque c'est lors d'une exposition de Aubry qu'on a en 2018 qu'on a retrouvé le travail de Braun comme exemplaire. On peut en trouver encore aujourd'hui tellement il a diffusé son travail un peu partout dans le monde. On en trouve sur eBay pour quelques euros, centaines d'euros. Adolf Braun travaille pour le monde du textile. Il y a un petit contexte historique qui fait que ce travail sur les petites choses, ce travail sur la forme, c'est-à-dire d'inventer des objets dont vous voyez ou dont vous devinez que le gros plan, le fait de serrer l'attention sur quelque chose va nourrir le monde du textile. Enfin, pas trop directement, justement, puisque voilà, la planche éditée et présentée il y a peu, Braun va éditer un livre, 2 albums précisément, avec des tirages albuminés. Voilà, c'est des tirages. On n'arrive pas encore à imprimer, on est en 1854.
On le voit mal. C'est un album qui s'appelle Fleurs photographies. Fleurs photographiées, c'est un début de nature morte, en fait, qui sont avant tout des objets pensés pour être utilisés par des peintres. Voilà, un retour de chasse ou une composition qui, si vous vous en souvenez, la nature morte a explosé au XVIIe siècle, 2 siècles avant, en Hollande, par l'explosion du marché de l'art par une classe bourgeoise qui advient. Les artistes se spécialisent, les objets sont diffusés par moyen de galeries qui commencent à arriver, et puis la spécialisation va permettre un développement du genre et du genre nature morte notamment. Ce qui fait que quand Brown fait ce genre d'images, c'est-à-dire des natures mortes de fleurs, on a vu de chasse, d'objets quotidiens. Chez Fenton, il y en a une des premières images de Daguerre aussi, il y a des choses comme ça. C'est un sujet qui est assez propice au travail, je le disais, de la composition. C'est-à-dire des courbes, des contre-courbes, avec l'idée que ces outils soient utilisables par les peintres. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée que la photographie peut prendre le relais de la peinture, pas du tout. On a l'idée que ces objets vont pouvoir être soit utilisés par les peintres directement, soit employés par l'industrie textile pour pouvoir créer directement des motifs qu'on retrouvera un peu partout. Et c'est là où le 19e siècle va avoir son importance. Avant que je n'oublie de le préciser, le Adolphe Braun recevra dès 59 la Légion d'honneur par Napoléon III. Et en 1870, pour que vous ayez un ordre d'idée de l'immense succès de Braun, Adolphe Braun et compagnie, en 1870, prend de 4000 à 8000 négatifs par an. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est ce qui fait qu'on les trouve à nouveau sur eBay. Et ce qui nous intéresse dans ce travail de Braun, c'est que d'un prétexte un peu décoratif pour les fleurs, pour capter, on aurait envie, et Ducos de Heuron, dans les années 70, va être celui qui expérimentera la photographie couleur, justement. C'est-à-dire que les fleurs, certains animaux, le coq, poule, seront l'occasion de montrer la virtuosité technique de la photographie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, outil pour les peintres, outil pour le textile, prétexte pour le dit Libération sur cette exposition en 2018. Premier cliché, splendide plan de tulipes, de cerisiers à grappes, de narcisses, de pieds d'alouette, de grappes de raisin, de châtaigniers, réservoir pour la réalisation de tissus, de porcelaine, de papier peint. Et dans une veine similaire, précise l'article de 18 ou 21, que vous trouverez sur Internet, ces photos de trophées de chasse de nature morte au héron, de lièvre, de canard, de faisan n'ont rien à envier à la peinture, car les grands tirages au charbon se ressemblent à s'y méprendre à des tableaux. On a affaire à des gens qui techniquement contrôlent très bien leur savoir-faire et qui, vous pourriez vous passer la réflexion, n'apportent pas grand-chose à l'histoire de l'art. Alors, on voit là, il y a un chapitre dans l'encyclopédie de la photographie sur les fleurs, sur la composition, sur la façon, on le voit plus ici, on pourrait parler, c'est à contre-courant, l'art du floral japonais joue des vides et des pleins. Et on voit ici que, bien plus que sur la suivante, la façon dont les fleurs s'organisent, se composent, se mélangent, tout ça n'est pas du tout le fait du hasard et malencontreux. C'est pied d'alouette et digital. Voilà, on est en 1855, tirage sur papier albuminé, on est dans des collections particulières. On a des éléments de profil, des éléments de face, mais surtout une diablerie de jeux de vide entre des nuances de gris et des fonds foncés qui ressortent bien sur un fond clair. En s'intéressant aux petites choses, on s'intéresse aux espaces entre ces petites choses. En s'intéressant à des choses qu'on peut contrôler, on peut contrôler la lumière, le fond, la composition, les nuances de gris, la netteté.
tout un tas de choses qui n'apparaissent pas aussi fort dans notre photo de paysage ou de personnage. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse et qui va basculer avec Braun, avec Aubry, dans cette deuxième partie maintenant. Premièrement, Braun est un merveilleux compositeur. Ce qu'on voit là est en effet digne d'être fait par un peintre, comme on l'aurait vu depuis le XVIIe siècle. Il y en a plein les musées, et on aurait simultané Fantin-Latour de la même période exacte que Braun. Mais dans cette image-là, et on pourrait arriver, la nature morte a toujours été mise de côté, et j'insiste sur le fait que ici, je suis pas tout à fait sûr qu'on puisse parler de nature morte. Petite chose m'intéresse, voilà. Pourquoi? Parce que déjà, dans la nature morte, assez souvent, il y a le pot, il y a la table, une table napronée, et puis peut-être même un élément de décor derrière. Et dans la peinture qui vient après, hein, pensez au tournesol de Van Gogh, c'est 20 ans après ça. Voilà, dans la nature morte, il y a encore l'idée d'objet. Et chose-objet, c'est pas tout à fait la même chose. Quand je dis chose, j'ai l'idée d'un gros plan comme on l'a sur le bas. Les éléments sortent, ils se découpent d'une façon prodigieuse. C'est une photo extraordinaire, à la fois parce qu'on a précisément la forme de l'objet et qu'on aurait, pour ceux qui s'y connaissent, aucune peine à deviner et l'odeur et la couleur qui est devant nous, mais en plus, cette variété de découpe, si on se balade ici avec ma souris, de découpe sur le fond, qui lui-même est gradué, hein, de découpe sur le fond noir, sur gris, noir sur blanc, retour du gris, qui se détache sur un fond foncé, retour du noir sur fond blanc, qui permet, si on devait le dessiner, d'arriver à comprendre la façon dont les choses sont ourlées et retournées. Vous allez me dire, vous vous attardez sur des choses de détail. Oui, mais ici, on est sûr que c'est géré. On est sûr que c'est fait exprès et contrôlé. Pas une goutte de hasard dans ce qu'on voit là. Il y a quelque chose qui se joue qui va être au cœur de la reconnaissance de la photographie comme langage spécifique. C'est-à-dire art de la lumière, du contre-jour, de la composition dans le cadre, et surtout, j'y viens, même s'il y a ça dans la peinture, évidemment, de la sortie du cadre. Le cadre, c'est justement de restreindre, c'est pas qui est tout, ou bien dessiner un cadre pour y mettre quelque chose. Cet art du zoom, si on pouvait employer un mot à contre-courant, puisque là, c'est pas le cas, c'est la proximité du plan, fait que on a chez Braun un système de travail de la lumière, du fond, de la façon dont les objets se détachent de ce fond, dont les objets viennent vers nous sur une, semble-t-il, petite épaisseur, on n'a pas beaucoup de profondeur, hein, qui fait qu'on a tout un travail qu'on ne peut pas limiter seulement à un retour de la nature morte, à un goût pour les fleurs. Voilà, tout le mérite, dit l'article de Libé, j'y reviens, de cette expo qui a eu lieu à Colmar, créer des résonances entre les techniques de l'époque, l'émulation entre la litho, le dessin, la peinture, la gravure et l'insolente photographie qui vient bousculer le paysage. Voilà, on a tout un tas de systèmes de reproduction qui vont s'intéresser à ça. La photo n'a même pas l'idée de s'imposer comme art à part entière. Il le précise ici. Courbet peindra d'après photo, Fromentin d'après photo. Et Braun s'inspire d'ailleurs en retour de Friedrich pour les monts, les vues des monts suisses qu'il va développer, puisqu'il va, avec son frère alpiniste, aller dans la montagne et prendre des clichés qui sont extraordinaires à une époque où le tourisme est en train de se développer et de s'inventer. C'est ce qui fait qu'au musée de Colmar, récemment, on voyait surtout cette partie d'évasion, de rendu extraordinaire du paysage. Et c'est pas ce Braun-là qui m'intéresse, c'est pour ça que je continue. Il va aussi, si vous le regardez, c'est assez subtil, valoriser cette Suisse qui se cherche un caractère avec le folklore qu'on a énormément au XIXe siècle, mais derrière des fonds peints, c'est-à-dire des décors dans lesquels il fait venir des modèles costumés et qui vont lui permettre, avant l'invention de la photographie, je rappelle, elle vient à la fin du 19e, on l'a vu, diffuser une imagerie de la Suisse sous forme de livres
édité. Braun, c'est une entreprise invraisemblablement importante. Et si vous le regardez dans cette petite publicité, architecture, peinture, sculpture, enseignement de l'histoire de l'art, remarquable 80 000 clichés de collections de musées d'Europe par des reproductions inaltérables au charbon. Voilà, le savoir-faire de Braun, c'est celui d'être photographe officiel de musées nationaux. On a bien évidemment en dessous des portraits, des agrandissements, des reproductions, mais il s'agit avant tout d'être le copiste d'un objet de la vie de tous les jours, jusqu'à l'histoire d'Adolphe Braun précise l'article pour finir, très clair dans le parcours. On comprend le lien, et je dirais, pour aller plus loin que l'article de Libé, le lien dans l'histoire de la photographie qu'on voit peu hein, quand on parle d'histoire de l'art pictural ou sculptural, entre l'artiste et l'entrepreneur, c'est-à-dire entre le système des arts et celui de l'industrie. On le voit un peu plus, on y insiste régulièrement quand on fait une histoire du cinéma ou une histoire du jeu vidéo. Il s'agit de gagner de l'argent, il s'agit de vendre ces objets, et donc à la fois de plaire au public par des sujets qui peuvent s'accrocher un peu partout, qui sont plus passe-partout par paysage ou par nature morte, technique de pointe, près de 100 employés et stéréoscopie, c'est-à-dire photo avec deux appareils qui permettent, comme on a des lunettes 3D aujourd'hui, d'avoir une impression de relief quand on les regarde. Braun est un entrepreneur. Braun met les moyens techniques de son côté, mais il me semble, c'est le premier aparté, puisque Braun sera le premier à le faire, à l'intérieur de ces images de fleurs, il se joue quelque chose qui est autre chose que la reproduction du monde extérieur. On retrouve ce savoir-faire chez un autre photographe français, maintenant, qui s'appelle Charles Aubry. Il a comme particularité que je ne montrerai pas, mais il est ami avec Belleuse, le sculpteur, et chez Belleuse, tout jeune, il y a un petit gars qui s'appelle Auguste Rodin, et il fait un de ses portraits de jeunesse. Cherchez-le et vous verrez que Rodin a une tête du caractère tout jeune dès le début. Voilà. Il est d'une famille parisienne d'artisans modestes, j'ai pris ça sur Wikipédia, peu d'archives sur son travail de dessinateur de motifs, et voilà pourquoi la bascule de Braun à Aubry est intéressante. D'ailleurs, vous voyez, c'est précisé, hein, dans les années 60, il se lance dans la photo avec le projet de procurer des modèles photo en alternative aux modèles gravés et lithographiés. Son projet est moins innovant qu'on pourrait penser, car 10 ans avant, en 1850, Braun, dessinateur de modèles pour l'industrie, avait tracé la voie avec des photos de fleurs destinées à la création industrielle. Vous vous rappelez de ces petits zooms que j'ai montrés? Voilà, l'idée de pouvoir diffuser, on va y venir parce qu'avec Aubry en France, c'est encore plus parlant, sont des motifs pour des tapis, papier peint ou tissu. Voilà, il s'installe à côté de la manufacture des Gobelins en 57 et il fermera la boutique très peu de temps après parce qu'il est ni tout à fait photographe, ni tout à fait un bon industriel. Les natures mortes d'Aubry, de ce point de vue-là, sont aussi des petites merveilles de création, un peu plus chargées, il faut le reconnaître, un peu plus classiques en un sens. Alors, on est revenu, si je reprends mon terme, à de la nature morte. Oui, c'est signé. Un sol, un rythme, pas fabuleusement composé, pas trop centré, plus banal. On voit par ces petits exemples-là à quel point Braun est génial, il me semble. Voilà, l'idée de charger l'ensemble, d'en mettre beaucoup, d'en avoir pour son argent, me semble un peu trop marqué chez Aubry. Ce qui va m'intéresser, c'est, après avoir découvert comment cette distinction, et vous commencez à voir la troisième et dernière partie, je crois, c'est que ce jeu des vides et des pleins que Talbot et Atkins avaient fabriqué sans tout à fait le mesurer, puisque c'était une façon de capter le réel dans les tout premiers débuts 1840 de la photographie. On l'a vu chez Braun comme un art de composer l'image d'une façon plus moderne. Ah, moderne. Non, c'est pas bon le mot moderne parce qu'on y met n'importe quoi. D'une façon plus coupée de l'anecdote, d'une façon moins littéraire que ce qu'on voit ici avec Aubry. Beaucoup de raisins chez Aubry, toujours. Signature,
effet de matière, différence de matière, composition de l'ensemble, on a affaire à quelque chose qui ne sort pas du tout de l'ordinaire. On a beaucoup d'œuvres dans ces années-là, beaucoup, 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 qui se diffusent de cette façon-là. Et on pourrait les retrouver quasiment à l'identique aujourd'hui. On pourrait les éditer, les offrir à votre grand-mère, et elle serait tout autant intéressée. Le contexte que précise Wikipédia m'intéresse, parce que sous ce second empire de 52 et 70, la mode est au tissu d'habillement et d'ameublement orné au papier peint. Ben pourquoi on va commencer à serrer le champ? Au tapis chargé de motifs végétaux, l'usage est de travailler d'après des modèles lithographiés ou gravés, ce qui a l'avantage de pouvoir représenter des plantes exotiques et hors saison sans avoir à les payer pour des photographes. Mais début 60, l'inquiétude sur les arts et la crainte de la concurrence étrangère qui nous intéresse diablement pour faire la différence entre Aubry et Brown, et pour comprendre pourquoi Aubry va copier ce que fait Brown, l'Allemagne et l'Angleterre sont très en avance sur les arts appliqués. Allez, encore une fois, voir à Londres le Victoria and Albert Museum, qui vont être parmi les premiers à acheter des photographies de fleurs. De nombreuses écoles de dessin s'y sont développées, leurs créations sont remarquées lors des expos universelles. Et en 63, on a déjà 20 ans d'écart, Napoléon III impose une grande refonte de l'école des beaux-arts pour briser cette séparation entre art appliqué et beaux-arts. Alors, ce que propose Aubry, c'est justement de faire des catalogues qui peuvent servir à enseigner pendant qu'il n'y a pas encore d'école de dessin assez avancée. Il va ne pas y arriver, dit l'article, parce qu'il n'y aura pas d'homogénéité dans son catalogue. Les photographies sont très grandes et pas facilement utilisables pour le tissu d'ameublement. Et puis, il y aura un rapport continuel d'hostilité entre la photo et la création artistique. Ce qui nous intéresse de regarder, c'est comment, dans le travail d'Aubry, il y a quand même, quand il simplifie son travail, quand il restreint le nombre d'objets, quelque chose de la simplicité qui revient et qui rend lisible l'art de la composition photographique. Ici, on est avec des iris, juste une découpe sur un fond uni qui permet de faire ressortir l'ensemble. Le dossier que j'ai pris à la BNF me permet de préciser encore plus, voilà, des fleurs pour l'industrie. Des images conçues dans les années 60-80, lorsque les photographes professionnels intensifient la production destinée aux applications industrielles. Industrie, art sont liés, parfois proches formellement dénaturantes, mais pas conçues comme des œuvres d'art. C'est pour ça que ce chapitre est assez peu traité et qu'on pourrait avoir l'impression que je travaille sur du tout petit. Mon idée est de faire découvrir des choses et puis de tirer un fil depuis ces 11 épisodes pour essayer de voir à la fois pourquoi il n'y a pas de Nadar de la nature morte, pas comme il en est un grand portraitiste ou de grands paysagistes comme Stieglitz, et comment ça va arriver par rebond, mais comment justement ce manque nous permet de mieux comprendre où la photographie est en train de se placer entre art et industrie, entre modèle pour artistes et pour le textile, et comment justement dans cet entre-deux, elle va créer des formes qui lui sont spécifiques. Sous le Second Empire, 52-70, et au-delà, la mode est au tissu d'ameublement orné, papier peint, vases lourdement chargés de motifs végétaux, on l'a compris. Les photographes ont l'idée de fournir à ces fabricants, en toute saison, de quoi faire. C'est ainsi qu'il faut comprendre la série réalisée par Aubry entre 64 et 67. Des feuilles aux formes particulièrement frappantes, des roses, des pivoines, des iris qui, par exemple, vont être achetés par la manufacture des Gobelins ou par Tiffany à New York. Chauvigné, quelques années plus tard, va toucher une clientèle de la même façon. Et puis, comme Brown, Carré, Lafont, là aussi, la première femme photographe qui va avoir son propre atelier à son nom est Arthur Bolotte. Que voici, Charles Carré, Une petite nature morte. Arthur Bolotte, petite chose, si je peux jouer sur les mots, nature morte. Si je continue mon fil, les objets dans un contexte avec du vide autour, chose, un rapport de tension entre l'objet et son fond. Encore Bolotte, de nouveau,
une merveille, et Louise Lafont, une façon d'être un peu entre les deux, si on peut oser ça, à la fois l'objet de chasse réuni, mais sur un fond et une façon de faire sortir la composition qui simplifie ce que l'on voit. Voilà les œuvres d'Aubry qui m'intéressent le plus et que Denis Roche, encore une fois, dans son boîtier de mélancolie, va regarder de près. Des feuilles, juste superposées, juste posées les unes sur les autres, qui, par cette espèce d'effet de simplicité, sont des petits chefs-d'œuvre de nuances de gris, de travail sur la forme. Encore une fois, les objets immobiles et muets, ben, on peut en faire ce qu'on veut. Des compositions qui, bien que sur un tissu drapé, bien que sur un effet de relief quand même assez fort, sont des merveilles de graphisme. Je dirais le mot graphisme pour mettre un nom sur ce rapport de vide et de plein, de clair et de foncé. On dit que les choses sont graphiques quand elles ressortent un peu plus facilement l'une sur l'autre. Voilà, le travail de Aubry, c'est cet écrasement du fond qui fait que, sorti de ces grandes compositions dans l'esprit de Braun qui était là avant, euh, le fond et ce qui est autour va sortir de l'intérêt du photographe. L'essentiel des photos d'Aubry représente des végétaux, les compositions sont variées, une simple feuille comme un cocolobe à feuilles poilues, un arrangement raffiné de feuilles sur tissu, une composition avec des fruits, un bouquet sophistiqué. Aubry cherche à donner le plus de réalisme et de détails possible. Voilà, peut-être ce qui nous intéresse ici, qui expliquerait qu'il n'y a pas d'anticipation d'un graphisme moderne à partir de formes presque géométriques, comme ça va arriver juste après avec Penzer. C'est le fait de donner une matière à l'image, une matière à l'objet pour que le peintre, le dessinateur puisse le plus possible s'appuyer sur la photo comme un outil. Aubry cherche à donner le plus de réalisme et de détails. Pour ce faire, il peut être amené à tremper dans du plâtre la feuille ou la fronde de fougère pour avoir des surfaces plus rigides et rendre le végétal plus facilement enregistrable par le négatif. La technique utilisée du négatif sur verre au collodion et puis tirage sur papier albuminé, le collodion est peu sensible à la couleur verte. Les temps d'exposition peuvent atteindre 3/4 d'heure. Aubry passe beaucoup de temps à construire ses compositions. Il met en scène ses végétaux sur des étoffes. Ces compositions sophistiquées, environ 200, vous voyez, mettent beaucoup de temps à être construites. Aucune variation possible, aucune nuance possible. Pour le dire d'une façon inattendue, tout est parfait. La perfection, c'est quand on ne peut pas bouger un truc. Tout se tient. Et sur une planche recomposée dans la page, vous voyez l'effet de grillage, la petite insecte sur le côté qui fait croire à la nature, fonctionne peut-être moins bien que quand on est au cœur d'une simplicité comme celle-ci. Voilà ce que dit Denis Roche. La photo, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, dans quelles circonstances que ce soit, révèle un monde plein, celui de la certitude. Elle a été, elle est, si instantanément placée qu'on ne risquera jamais de se demander d'où elle vient. Et ce que dit Denis Roche, c'est qu'il dit, je cherche à mettre des mots sur ce qui est devant moi, parce que écrire faisant, comme on dit chemin faisant, c'est revenir à essayer de mettre des mots pour décrire des choses comme ça. Et c'est là où on est face à quelque chose qui s'approche de l'abstraction, c'est que on peut mettre un nom sur les feuilles, on peut essayer de mettre des adjectifs sur les nuances de gris, on peut essayer de décrire la profondeur. Ce qui est extraordinaire, c'est la lisibilité qu'il arrive à trouver, Aubry, dans cette composition. Il y a beaucoup de choses les unes sur les autres. Et malgré cette, on dirait peut-être 4 niveaux, du noir aux demi-teintes de gris, au gris plus clair, jusqu'à un vrai blanc, on atteint une précision, un piqué et une lisibilité qu'on n'arrive pas à trouver
euh, plus facilement que ça. Précision du site des Arts Déco. En 1954, la Société française de photographie, la Chambre syndicale de la photo en 1962 sont créées. Ils épaulent ces inventions. En 1983, un laboratoire maison qui contribue à la production aux arts décoratifs d'un art appliqué à l'enseignement. C'est ce qui est montré dans les salles de cette exposition qui est de Aubry. Les photographies sont là pour éduquer. Elles sont là pour donner un modèle. Là, précisément, hein, vous voyez, on parle de Aubry et de Hadjet. Des tirages étaient collés sur de grands albums que l'on venait observer et en même temps calquer. C'est-à-dire, on retrouve voilà, sur les photos la trace des traits du calque qui était posé dessus avec le crayon qui a appuyé. D'ailleurs, on utilise ces objets pour autre chose que de l'art. Ce n'est pas le propos. En fait. C'est pas. Alors, c'est à la fois notre regard. Je me joins à Denis Roche, si seulement. Euh, c'est notre regard qui voit une espèce de poésie, de force, et qui sort du contexte ce qui devait être utilisé. Là, ici, Henri Le Sec, sur cette petite image de cyanotype qui retrouve les bleus qu'on avait aimés chez Atkins. Mais c'est pas. C'est pas seulement de plaquer sur ces compositions-là de l'art un regard contemporain. Ce qui est intéressant et qui est en train de se jouer, qu'il y a dans le travail de Desgardins et dans cet art de regarder le tout petit, c'est que on n'est plus obsédé par ce regard sur l'objet, mais de plus en plus sur quelque chose comme une chose. Je prendrai deux exemples pour finir. Vous savez sans doute que Stieglitz était fasciné et a fait beaucoup d'œuvres en faisant poser sa femme Georgia O'Keeffe, qui elle aussi s'intéresse aux choses et de près. Une exposition au Centre Pompidou qui vient de se terminer. Stieglitz, dans une troisième partie de sa carrière, il a vraiment fait entrer la photographie du pictorialisme, imitation de la peinture, effet de nuances, vers une photo de plus en plus objective, de plus en plus géométrique. Il a, en plus de cette série sur O'Keeffe et sur la ville, et dans cette ville, le passage de l'un à l'autre, on pointe assez souvent cette autre série qu'il a faite sur les nuages, qui pourrait être une façon de parler de la naissance de l'abstraction, en fait, et d'une capacité à regarder des formes pour elles-mêmes, à isoler encore une fois le regard sur quelque chose qui est davantage la matière des choses et la matière de la photographie, en fait. C'est là où il y a quelque chose qui se joue entre les deux. Dans le tout petit se joue l'écriture de la photographie. Mais ce que décrit Denis Roche, qui en fait un merveilleux et fin observateur, c'est que cette série de photographies qu'a édité, qui s'appelle Équivalent, Stieglitz, Denis Roche dit non, en fait, c'est pas là qu'est l'abstraction. Il précise, là on est page 134, pour des raisons difficiles à analyser, le pourquoi pas photographique a changé de sens. Avant, et ça résume ce que je viens de vous raconter, avant on était sur la prouesse technique, Talbot, Atkins, le rendu par des scientifiques de quelque chose de précis. Et puis, tourné, désorienté, il dit, je ne pourrais pas l'expliquer. On va s'intéresser par force ou par hasard à ce qui touche à l'immédiat ou presque rien. Voilà ce qu'on a sous les yeux là. Quelque chose qui passe et qu'on va saisir. J'ai déjà parlé de cette association de la photographie à l'instantanéité, qui n'est pas dans les plantes, qui n'est pas dans ce qu'on vient de voir en fait. C'est pas le moment où on va saisir quelque chose qui n'aurait pas lieu. Voilà, la photographie pourrait se trouver dans l'instantanéité de Stieglitz, dans la capacité d'isoler un élément la plus à même d'être révélée pour qu'on l'apprécie en fait en elle-même. Non, c'est pas ça. Denis Roche dit mobilité et légèreté étaient devenues non pas la règle, mais la chance, une liberté nouvelle, en appelant nécessairement d'autres, émiettés comme des orages.
il fallait que Stieglitz se survînt. Dans sa meilleure période, il a 3 obsessions au kiff, muse, modèle et femme de sa vie, des nus, des mains en gros plan. Ensuite, les nuages, dont il tirera la série des équivalents que voilà, qui s'appelait auparavant musique et pour lequel il va avoir une sorte de théorie qui va avec la naissance de l'abstraction de Kandinsky, d'associer des effets de forme à des sentiments, des sensations. M'intéresse pas non plus ça. M'intéresse pas parce qu'il me semble que ce qui se joue dans la naissance de l'abstraction, contrairement à ce qu'en dit Kandinsky, ce n'est pas l'équivalence musicale forme sensation. Ce qui se joue, c'est la distance qui va se faire par rapport au modèle qui est devant soi et au modèle qui est à l'intérieur de soi, par l'histoire de l'art, tout comme par l'histoire des images. Que cherchait-il dans les nuages? Certainement une harmonie organisatrice dont il serait le maître à la manière d'un compositeur de musique, une mobilité des échappées, une déformation qui ne pourrait être de son fait. Il ne les contrôle pas, les nuages, dit Denis Roche. On peut les immobiliser en les arrêtant. Voilà, ce n'est pas exactement ce qui se passe là. Ce qui intéresse Denis Roche dans cette série qui s'appelle Herbe au pluriel, Herbe ramène le propos à plus de sécheresse. Contrairement à ce qu'on a dit et à ce qu'on continue de dire, les nuages n'ont rien d'abstrait. Tandis qu'avec les herbes, Stieglitz en tient un motif personnel. Il faut qu'il s'en approche, qu'il découpe un rectangle. Voilà, en fait, il va isoler. Vous allez me dire, c'est ce qui se passe ici. Il isole ce qu'il peut. Il isole ce qui lui est fourni. Ici, il se penche. Ici, il discerne. Et il trace un cadre que lui seul va choisir de suivre. L'herbe, devenant une seule et même matière première, tout y est choix de l'artiste. Directive, rayure, intensité, lumière, vibration, puis cadre et déclic. Dans les séries d'Herbe, dit Denis Roche, il se joue quelque chose qui est plus intéressant encore dans cette avancée vers l'abstraction, c'est le choix du photographe de faire son cadre. Alors, c'est pas tout à fait fini cette petite histoire des petites choses ou de ces petits objets qui deviennent des grandes choses. Il faut que je vous fasse connaître cet homme incroyable dont j'écorche pour la 17e fois. Oui, c'est écrit en haut à gauche, Albert Renger-Patch, 1938. Renger-Patch, il n'aime pas trop, il est chimiste, il vient du monde des sciences, et on prétend souvent qu'il n'aime pas cette photo pictorialiste, artistique, sensible. Et voilà d'où j'emprunte en 2018 ce terme de chose, puisqu'il a été exposé au musée du jeu de paume qui régulièrement quand même nous fait découvrir et valoriser des artistes qui ont été assez peu vus. Ce qui intéresse Ranger Patz, dans ce livre qu'il va éditer en 28, que je ne prononcerai pas, voilà, c'est bien. Pour tous les gens qui aiment l'allemand, je préfère leur faire honneur. Voilà, ce livre de 28 est extrêmement vendu, ça fait sa gloire. Il en dit, pour pouvoir rendre les impressions que l'on éprouve devant la nature, la plante, l'animal, les œuvres des architectes ou des sculpteurs, les créations des ingénieurs et des techniciens, nous possédons avec la photographie l'outil idéal. Vous comprenez que ce qu'est en train de faire Ranger Patch, c'est de faire des détails, d'isoler des morceaux, mais de mettre à égalité des éléments industriels qui intéressent personne. Et c'est pour ça qu'on va l'associer à la nouvelle objectivité, ce que Bloch appelait une nouvelle attitude de l'esprit, réaliste, positive, non sentimentale. On n'est plus devant la nature, on trouve ça joli, c'est la chasse et on s'en souvient. Prendre la réalité la plus simple possible, la plus brutale. C'est comme ça qu'on a défini cette nouvelle objectivité des années 1920 en Allemagne, qui vient évidemment contre cet impressionnisme, ce fauvisme, tout ce sentiment fort et même l'expressionnisme à contre-courant de ça.
Mais ce qui est intéressant et qui est précisé là, c'est la photographie est donc un moyen idéal comme outil pour montrer ce qui serait autour de nous. Et donc, on va en prendre des détails et mettre en vis-à-vis, sur la même page, des formes qui sont à la fois sculpturales, des formes qui sont des vides, des pleins, et pour lesquelles il ne s'agit plus de faire de différence. Nature, plantes, animal, œuvre des architectes et des sculpteurs, création des ingénieurs et des techniciens. Vous comprenez qu'il y a une espèce de fascination progressiste, en fait, à montrer que la nature, et on sort de cette idée-là, hein, cette grande idée industrielle de 1850 à aujourd'hui, on est en train d'en sortir, c'est-à-dire la nature ferait des choses merveilleuses, et puis nous aussi. Oui. C'est de l'idéologie pour laquelle l'art va apporter son écho, hein, et pas qu'un peu, c'est-à-dire l'artiste, le designer, l'architecte sont des grands créateurs. Et évidemment, vous connaissez sans doute Karl Blossfeld qui va lui aussi, en 1928 aussi, une Formen der Kunst, faire un livre sur ces formes végétales qui sont prodigieuses. Et ce qu'il y a chez Ranger Space, c'est cette capacité de mettre en vis-à-vis une recherche uniquement formelle face à une recherche qui était partie de la nature morte. On est dans des vides et des pleins, on est dans des foncés et des clairs, on est dans des éléments qui vont se côtoyer. En français, ça ira mieux. Le monde est beau, 1928, base de la photographie moderne, 100 photographies sur différents thèmes, sorties du contexte, pas de légende qui permettrait de savoir voilà, montrer dans les détails. La vue du spectateur est guidée vers la surface. Structure et forme de l'objet photographié, simplicité. Sur la même page, côte à côte, deux éléments rapprochés. Alors, on pourrait dire que l'objet est tellement une forme pure que c'est difficile à commenter, en fait. Que je parlais comme j'essaye de parler ne fonctionne pas. Et c'est là où Denis Roche mettait le doigt sur le problème. Voilà. C'est que, est-ce que dans cette image et dans ces séries, dans cette mise en page, rappelez-vous le début de notre histoire, Anna Atkins cherche un moyen de diffuser par le livre son image. Deux choses importantes dans notre histoire. La photo, c'est pas fait pour être exposé dans un musée, c'est fait pour être dans des livres. Et on ne peut pas penser une histoire de la photo sans passer par l'édition. La photo, ça peut se passer de légende. C'est ça qui a rapport avec l'abstrait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire sans titre, comme le fera Kandinsky dans ces années 15-20, 10 ans avant ce qu'on voit là. Alors, on peut, par l'image photographique, réduire ce que l'on voit à un ensemble de formes. Et par la comparaison, accentuer encore cette absence de forme et de contexte. Ça pourrait suffire à notre bonheur. Et puis parce que cette diffusion par le livre, elle est aussi industrielle. En fait, elle est liée, vous vous en souvenez, les fleurs sont faites pour que des fabricants de textiles puissent l'utiliser. Histoire de photographie pour les collections du musée des Arts Déco. C'est-à-dire la photo pour elle-même, on s'en fout. La photo n'est là que pour être à la surface des choses, pour être source de diffusion. Et je reviens à ce petit dossier qu'on trouve sur l'exposition BNF Objet. Objet dans l'objectif, petite astuce. Au-delà du cadre spécifique de la nature morte, c'est pas là qu'on est. Et des reproductions fixées par les Beaux-Arts, c'est pas la nature morte copiée et reprise qui était notre histoire aujourd'hui. Et pourtant, scènes de chasse, de fleurs,
de livres, d'objets, on pourrait penser que c'est la nature morte. Il y a un dernier exemple qui va nous faire comprendre que c'est une surinterprétation a posteriori. C'est pas au XIXe siècle la représentation d'objets qui nous intéresse, et mon astuce d'objet à chose, on va terminer de l'examiner. En perdant de vue le contexte d'origine, dit le site, il est nécessaire de se fixer pour apprécier des images belles, étonnantes qui nous sont parvenues. Voilà, où était l'auteur, où était son intention, quels étaient les moyens techniques qu'ils avaient. Voilà, puisque notre propre culture visuelle transforme cette façon de regarder les choses et les images de ces choses. Ces représentations sont plus intéressantes parce qu'elles mettent en scène les objets. C'est la façon dont sont composés les objets et dont est resserré le cadre qui est intéressant plus que l'image elle-même. Voilà, on pourrait invoquer hasard et nécessité pour le portrait, pour le paysage, pour un événement, mais pas en nature morte, pas sur les choses, parce que le contrôle est aussi complet que possible. Ce qui fait qu'au cœur de ces images des choses, on est au centre du réacteur de comprendre ce que c'est que faire des images pour des gens de 1850 ou de 1870. Et que ce détour que j'ai voulu faire aujourd'hui n'est pas juste un énième chapitre à ajouter en disant tiens, les natures mortes. C'est pas ça en fait. Les protocoles d'utilisation du médium vont se révéler dans cette façon de faire. Le rapport des contemporains entre le réel et sa représentation. Et le site donne un exemple merveilleux. Cette nature morte, fait des fouilles, on trouve un crâne ancien, et puis le photographe, il doit en rendre compte. Alors, il n'a rien sous la main, il met des livres, et puis il met un appui, et puis il met un truc dans la bouche même pour que ça s'ouvre. Voilà. Les documents produits pour illustrer la découverte d'une nécropole gauloise dans l'Aisne, on remarque un crâne de profil et de dessus. Le photographe ne dispose pas du matériel spécifique. Des livres comme cale, un guéridon juponné comme socle, dans l'unique souci de présenter la trouvaille le mieux possible. Il ne se soucie pas de l'effet que ça peut produire entre les livres, le mobilier bourgeois, le crâne. C'est pas ce qu'il en pense en fait. Ça, c'est nous qui voyons ça. On voit des objets qui sont ensemble, qui n'ont pas de rapport. Ultime détail exigé par les circonstances, pour stabiliser la mâchoire, il se sert d'un étui de cuir pour obturateur. Il introduit dans l'image une discrète signature, c'est-à-dire de photographe. Il y a un truc de photographe dans l'image, comme on en trouve dans les exemples de Henri Le Sec ou de Le Gray. Cette illustration à visée purement documentaire en dit long sur la difficulté de ranger les photographies en catégories, puisque sans la mention du contexte, on pourrait l'analyser comme une vanité. Et ce serait un contresens. On en a des formes qui sont invraisemblables. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une nature morte, on ne peut pas dire que c'est un objet de science, on peut dire que c'est une chose. Et on y voit le travail du photographe à rendre le mieux possible ce qui est devant lui. Et en rendant le mieux possible ça, l'art de la photographie. Voilà, ces ambiguïtés doivent être analysées, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Ce sujet échappe aux écoles, aux tendances, trop marginales, trop larges, trop floues pour avoir été marqué par un mouvement ou une tendance. Il n'existe pas pour la représentation des choses un Hadar qui donnerait ses lettres de noblesse. Où sont ces lettres de noblesse? Les voilà, c'est Man Ray, qui va découvrir des images de Christian Schad en 1920, un dadaïste qui, justement, par le dadaïsme, joue avec le hasard, met des objets les uns sur les autres, connaît cette idée d'utilisation de textile, cherche la lisibilité et l'illisibilité, mais aussi ce que le hasard peut fabriquer d'heureux. Man Ray, comme le font les dadaïstes, va appeler les rayogrammes, c'est son nom, en fait. Et Sarah appellera les photos de Schad des chadismes. Man Ray, par le rayogramme, pose directement sur la plaque photosensible les objets, s'amuse à court-circuiter la lisibilité. On doit pouvoir reconnaître l'objet comme un fait de hasard, comme une chose, et en même temps déjà entrer dans la recherche formelle, le fond noir, la lisibilité par la lumière, très peu de gris, très peu de gris. Ici, Man Ray encore, en 1925. L'art de la nature morte en photo n'existera pas. Il ne sera pas du 19e, je le dirais de cette façon-là. Ici, Schad
et Langdon encore après, par la superposition, par le jeu d'illisibilité, Moll Inaghi Obaos invente un vocabulaire formel propre à la photographie. Et c'est ces petites choses-là qu'il m'intéressait de regarder. À la prochaine fois.